Donc effectivement, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence organisée par la bibliothèque universitaire, notamment Livia Rapatel. On a 3 intervenants et intervenantes de choix aujourd'hui. D'abord Michel Ottman, donc, qui est notre collègue à Lyon 1, à la DOA, et qui enseigne et fait de la recherche en virologie depuis plusieurs années. Spécialiste des vaccins et qui aime participer aux controverses et aux débats sur la vaccination. Donc elle sera la première intervenante aujourd'hui. Ensuite, on aura une présentation de Baptiste Bellec-Paoli, qui est docteur en histoire des sciences et qui travaille aussi à Lyon 1, qui est enseignant-chercheur temporaire au Collège des Humanités et des Sciences Sociales. Donc j'ai le plaisir de l'avoir aussi comme collègue au quotidien. Et ensuite, et donc spécialiste aussi des questions de vaccination et d'histoire de la vaccination. Et enfin, le docteur Pascal Besse, qui est pédiatre, vaccinateur. Voilà, et qui nous donnera aussi un retour de long terme et d'expérience de terrain. Le sujet qui nous réunit là aujourd'hui, c'est la question de la vaccination. Pourquoi la vaccination fait-elle peur ? Je ne sais pas si c'est ce titre qui vous a attiré. Est-ce que c'est le côté... est-ce que ça vous fait peur, la vaccination ? Est-ce que vous vous êtes senti concerné par ce mot-là ? Ou alors, est-ce que vous êtes concerné par la question de savoir pourquoi est-ce que cette vaccination fait peur, c'est-à-dire on a comme une surprise ou un étonnement à se dire que la vaccination, les vaccins qui sont si quotidiens, si anodins, qui font partie de nos vies, font peur. Moi, j'aimerais quand même questionner cette question, parce que finalement, il y a un parti pris finalement dans le titre de ce débat. Est-ce que c'est un problème de sentir de la peur à propos des choses qui nous entourent, des technologies que nous utilisons ? Peut-être que les émotions ne sont pas forcément mauvaises. Il y a des choses à propos desquelles il est peut-être légitime d'avoir peur. Est-ce que les vaccins font partie de ces choses dont nous devrions avoir peur ? Comment est-ce qu'on articule les émotions et la raison par rapport aux vaccins ? Voilà un petit peu les sortes de questions qui me viennent à voir ce titre. Et donc, je vais laisser la parole, pour commencer, à Michel Ottman. Est-ce que c'est une bonne façon de poser le problème à partir de la question de la peur ? Donc, merci de me poser la question. En fait, moi, j'ai plus peur de la maladie que des vaccins, mais c'est aussi un parti pris. Et donc, je vais vous présenter donc, en quelques minutes une courte histoire de la vaccination. Et je vous raconterai après comment sont fabriqués les vaccins. Et on finira sur les risques et les bénéfices de la vaccination. Donc, j'ai intitulé cette courte présentation, la vaccination d'hier et d'aujourd'hui. Et en fait, la vaccination, donc ça s'appelait pas la vaccination à l'époque, on appelait ça la variolation. Elle a débuté 1000 ans avant notre ère en Chine, puisque la variole était endémique dans ce pays. Et donc, les Chinois avaient bien observé que les survivants à la variole n'étaient plus jamais réinfectés en fait par la maladie. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle les premières tentatives de variolation en faisant inhaler des croûtes de personnes infectées à des personnes qui n'avaient pas eu la variole. Alors, je peux vous dire que ça a entraîné un très grand nombre de décès, qui était de l'ordre d'une personne pour 50. Ensuite, ils ont un petit peu amélioré la technique en inoculant du pus de lésions de varioleux sur des plaies réalisées à l'avant du bras. Donc, cette technique a perduré, donc est allée de l'Orient vers l'Occident en passant par le Moyen-Orient. Et comment c'est arrivé jusqu'à nous, en fait, donc c'est grâce à la femme d'un ambassadeur qui séjournait à Constantinople donc, et qui s'appelait Lady Montagu, donc, au XVIIIe siècle. Et en revenant à Londres, à la fin de la mission de son mari, elle a variolé en fait ses filles, donc avec la variolation, et donc ces filles ont été donc protégées de la variole. Donc à l'époque encore, le taux de létalité
létalité était, donc le taux de létalité, c'est-à-dire le taux de décès dû donc à la variolation sur la totalité des gens qui étaient vaccinés était de l'ordre de 1 pour 600. Après, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez un peu mieux, donc au 18e aussi, c'était Edward Jenner. Edward Jenner était un médecin rural qui avait bien remarqué en fait que les paysannes qui allaient traire leurs vaches tous les jours n'étaient jamais infectées par la variole. Et il avait constaté aussi que sur les pieds de ces vaches, il y avait des pustules qui ressemblaient en fait à la variole. Donc c'était la variole de la vache, donc la cowpox ou la vaccine. Donc l'idée scientifique, c'était de faire une vaccination en utilisant cette vaccine. Et Edward Jenner a réalisé une expérience, en vaccinant en fait un jeune enfant de 8 ans. Et l'expérience scientifique, elle vient 1 mois et demi plus tard, où il a réalisé une épreuve vaccinale, ce qu'on appelle en anglais un challenge, où il a inoculé la variole humaine à l'enfant. Et l'enfant n'a pas été malade. Donc c'était la première preuve scientifique en fait de vaccination qui protégeait. Edward Jenner en fait n'a pas été écouté par l'Académie royale britannique parce que c'était un médecin rural et qui ne faisait pas partie de la société savante britannique. Au même titre que Lady Montagu aussi a été également très décriée, mais elle n'était pas médecin et en plus c'était une femme. Ensuite, on passe en France avec Louis Pasteur. Et donc Louis Pasteur s'est d'abord entraîné en fait sur les poules en vaccinant donc contre le choléra des poules. Et ensuite, il a mis en point un vaccin contre la rage. Et donc ce vaccin a été obtenu à partir de moelle épinière de lapin qu'il avait inactivé par dissécation. Et il a traité le petit Joseph Meister qui s'était présenté à lui et qui avait été mordu par un chien enragé. Donc cette vaccination donc a perduré et des gens venaient en fait de toute la France pour se faire, qui avaient été mordus en fait, et donc venaient de toute la France pour se faire vacciner. Ça marchait pas à tous les coups parce que ça dépend donc du temps et du lieu en fait de la morsure. Sachez aussi que donc, toujours aujourd'hui, il n'y a aucun traitement antiviral contre la rage et que c'est une maladie qui est mortelle à 100%. Et que le seul traitement, c'est un traitement, sauf si on est vacciné bien sûr, un traitement post-exposition pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc c'est une vaccination et l'injection d'un sérum antirabique. Ensuite, donc là je vais aller beaucoup plus rapidement, donc au XXe siècle, dans les années 1920, ont été mis au point les vaccins contre la diphtérie, contre le tétanos, contre la coqueluche. Dans les années 40, vaccins contre la polio, contre la grippe, et puis dans les années 60, donc il y a plein d'autres vaccins qui ont été mis au point. Alors, pour revenir à proprement parler sur le vaccin, et donc cette diapositive, en fait, elle veut illustrer le fait que depuis que la vaccination existe, ou que la variolisation existe, donc il y a des antivax. Et cette diapositive montre au cours donc, de certaines expériences, en fait, donc des controverses et des mouvements qui ont eu lieu donc, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant concernant l'antivaccinalisme. On pourra revenir dessus au cours du débat, je pense. Alors donc pour comprendre en fait comment fonctionne un vaccin, il faut qu'on revienne à comment fonctionne une maladie. Donc lorsqu'on est infecté par un pathogène, que ce soit un virus, une bactérie ou un parasite, donc lorsqu'on est infecté, des symptômes vont apparaître. Ces symptômes peuvent être plus ou moins graves et aller jusqu'au décès. Et en même temps, au fait que l'apparition de ces symptômes, notre système immunitaire, c'est-à-dire tout le système qui va nous permettre de nous protéger et de contrer ces maladies, va se mettre en route avec des cellules qui sont très spécialisées pour conduire à deux types majeurs en fait de réponses. Une réponse qui va permettre la synthèse d'anticorps qui peuvent aller neutraliser les pathogènes, et une réponse de lymphocytes
tueurs qui peuvent aller tuer soit les cellules qui sont infectées, soit les pathogènes eux-mêmes. Le concept du vaccin, c'est d'injecter les antigènes, mais sans avoir les symptômes, et de mettre en route le système immunitaire pour avoir une bonne réponse contre le pathogène, si jamais on est en contact avec ce pathogène ultérieurement. Donc cette réponse, elle se met en place petit à petit. On a donc ça peut être un vaccin. Donc on peut prendre l'exemple d'un vaccin. Donc la première injection, on va avoir une réponse immunitaire primaire qui va être modérée, et donc on va faire des rappels pour augmenter cette réponse et pour que le système immunitaire soit efficace. Et vous voyez sur cette diapositive, en fait, c'est que quelle que soit en fait la réponse, on a une baisse, une décroissance en fait de la réponse du système immunitaire. C'est la raison pour laquelle il faut faire des rappels régulièrement. Donc voilà pour le concept en fait du vaccin. Maintenant, comment est-ce qu'un vaccin est fabriqué? Alors c'est une chaîne de fabrication qui est extrêmement complexe et donc bien sûr je ne parle pas de tout l'aspect qui est recherche et développement qui est en amont de la chaîne de fabrication des vaccins par les entreprises pharmaceutiques. Donc cette chaîne de fabrication, elle prend entre 6 mois et 3 ans, selon le type de vaccin qui va être produit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce laps de temps, 70% du temps est consacré à l'assurance qualité, donc au contrôle qualité. Il y a des centaines de tests qui sont réalisés à toutes les étapes que je vais vous décrire maintenant. Donc la première étape de fabrication, donc comme des recettes de cuisine, hein, c'est la réception des matières premières qui bien sûr doivent être contrôlées, puis la fabrication de l'antigène donc en vrac, donc en très grande quantité. Je reviendrai sur ces procédés après. La formulation, donc on va rajouter au principe actif donc, du vaccin donc des produits pour stabiliser. Ensuite, on a donc le remplissage donc des seringues, le conditionnement avec l'étiquetage et donc une phase qui est très importante et qui peut prendre énormément de temps, qui est ce qu'on appelle la libération des lots de vaccins qui, eux, alors pourront être amenés donc, sur les lieux de distribution. Donc cette cascade en fait de production de vaccins, elle est contrôlée donc par le producteur, donc c'est les mains qui sont en grise, par les instances nationales du lieu de production et par les pays importateurs du vaccin qui auront besoin de ce vaccin. Pour revenir à la fabrication d'un vaccin. Donc on a besoin de matières premières. Ces matières premières, ça peut être ça peut être des œufs embryonnés. Par exemple, pour le virus de la grippe, le procédé n'a pas changé depuis les années 1930. On utilise toujours des œufs embryonnés. C'est le meilleur bioréacteur jusqu'à présent pour fabriquer les vaccins contre la grippe. Et puis on peut utiliser des bioréacteurs pour la croissance des bactéries. Pour des vaccins contre des toxines bactériennes, par exemple. Ensuite, je me trompe de bouton. On va avoir 3 types de vaccins majoritaires qui sont mis sur le marché. On a d'abord ce qu'on appelle les vaccins inactivés. On appelle aussi les vaccins tués. Alors pour ça, on va prendre soit des virus, soit des toxines bactériennes, et elles vont suivre un processus d'inactivation qui va les rendre inoffensives. Alors c'est le cas, je donne des exemples, de l'hépatite A, du virus de la grippe, diphtérie, tétanos, polio. Donc vaccins inactivés. Le deuxième type de vaccin qui est produit, ce sont des vaccins vivants atténués. Donc ce sont des virus majoritairement, et ces virus en fait vont subir plusieurs passages. Quand je dis plusieurs, ça peut être des dizaines, des cinquantaines, 300 pour le virus de la fièvre jaune, passages successifs sur des cultures cellulaires qui rendent le virus beaucoup moins virulent, beaucoup plus lent à pousser. Et c'est ce virus qui va être inoculé donc, dans des bioréacteurs sur des cellules qui sont supportées par des microbilles. Donc ce type de vaccin vivant atténué, c'est ce que vous avez dans le vaccin qu'on appelle ROR, rougeole, oreillon, rubéole.
le polio oral ou le virus de la fièvre jaune. Le troisième type de vaccin est beaucoup plus récent et utilise les techniques de génie génétique. Et là, il consiste non pas à prendre le pathogène en entier, mais à n'utiliser que la fraction qui sera efficace pour lutter contre la maladie après. Et donc, j'ai pris l'exemple du virus de l'hépatite B. On va prendre donc l'antigène de surface, on l'a transféré dans ce cas-là dans une levure, on peut le faire dans une bactérie aussi, et on va faire produire à ces levures ou ces bactéries l'antigène spécifique qui ensuite sera purifié et sera la base en fait du principe actif des vaccins contre l'hépatite B, les papillomavirus ou le vaccin contre le paludisme. Ensuite, donc, une fois qu'on a les principes actifs, on a donc l'étape de formulation. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait dans une ampoule de vaccin? On a bien sûr le principe actif, les antigènes, mais on a des excipients qui vont faciliter l'administration, la conservation et le transport du principe actif. Et bien sûr, donc, dans ces excipients, il y a un adjuvant. Et c'est donc qui peut être à la base de certaines controverses. Ces adjuvants, ils sont quelquefois absolument nécessaires pour permettre la réponse du système immunitaire. Sans adjuvant, le vaccin ne prend pas, ne marche pas. Et donc la plupart du temps, ce sont des sels d'aluminium qui sont ajoutées dans les vaccins, et ce depuis 1926, donc c'est-à-dire depuis la mise au point du vaccin contre le tétanos. D'autres adjuvants ont été testés, comme les sels de calcium, mais ceux-ci sont beaucoup moins efficaces. Oui. Pour revenir donc, sur la controverse des sels d'aluminium, en fait, notre apport journalier en sels d'aluminium est de 3 à 15 mg. Donc, on les absorbe, on les a dans l'air, dans l'eau de boisson, les aliments, les conservateurs, les antitranspirants. Ils sont éliminés, donc 80% par voie rénale. Et un adjuvant dans certains vaccins inactivés contient, enfin, l'adjuvant qui est utilisé pour les vaccins, c'est 0,6 mg, c'est-à-dire 1/5 de la dose journalière qu'on absorbe en permanence. Donc, et il a été montré qu'il n'y a pas de lien de causalité avec la myofascite à macrophage, qui est une lésion histologique. Donc pour finir, je vais parler des limites, donc bénéfices-risques de la vaccination. Alors les limites, hein, il nous manque en fait des vaccins. Deux exemples. Le vaccin contre le paludisme. Donc le paludisme tue entre 1 et 2,5 millions de personnes par an. Il y a un vaccin qui a été mis au point, qui a été approuvé par les autorités européennes en 2015, mais ce vaccin n'est efficace qu'entre 26-50% donc chez les enfants qui sont vaccinés. Un autre vaccin qui manque, c'est le vaccin contre le sida. Et le sida, je vous rappelle que c'est 1 million de décès par an. Et la problématique, en fait, du vaccin, de l'élaboration du vaccin contre le sida, c'est qu'il est difficile à manipuler, il est très variable. Il y a le choix de la souche, par exemple, et il échappe aux réponses immunitaires. Et puis, pour parler de quelque chose d'assez actuel, en fait, on a des effets aussi inattendus. C'est qu'on peut tester en fait les vaccins sur des petits groupes de patients et on voit que tout se passe bien. Mais si on teste à plus grande échelle, en fait, enfin pas on teste, si on vaccine à plus grande échelle, on voit apparaître des effets secondaires qui peuvent être graves. Et c'est le cas pour la vaccination contre la dengue, où les Philippines ont arrêté en fait la campagne de vaccination contre la dengue parce que les enfants qui étaient vaccinés, lorsqu'ils étaient ensuite infectés par le virus de la dengue, donc faisaient des dengues graves hémorragiques. Donc l'indication européenne pour ce vaccin, c'est des personnes âgées de 9 à 45 ans qui ont déjà été infectées par le virus de la dengue et qui vivent en zone endémique. Donc en fait, des indications qui sont très restrictives. Maintenant, le rapport bénéfice-risque. Alors, le vaccin, donc, il fait peur, mais on oublie qu'il a énormément de bénéfices, en fait. La vaccination est un acte médical, donc le risque n'est pas nul. Les bénéfices, ils sont individuels et collectifs par rapport à la maladie. Et les risques, c'est la complication ou le décès dû à la maladie. Donc, les bénéfices doivent être au moins 100 000 fois supérieurs aux risques qui peuvent être rencontrés. Mais ça veut dire que si on dit 100 000, ça veut dire qu'on peut rencontrer en fait une manifestation post-vaccinale quand on aura vacciné au moins 100 000 personnes. Donc de très larges campagnes de vaccination.
Un exemple d'effet indésirable, de chiffres en fait, donné par la protection maternelle infantile donc, de la ville de Paris. Ils ont vacciné 100 000 enfants entre 2000 et 2017, et donc ce qui représente 1 700 000 vaccins donc, inoculés, et ils ont observé un seul urticaire généralisé. Donc ça arrive, bien sûr, mais c'est extrêmement rare. Les bénéfices de la vaccination, bien sûr, ils sont individuels parce qu'on se protège des pathogènes, mais il faut aussi penser qu'ils sont collectifs et indirects parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées. Donc, des personnes qui ont des infections aiguës sévères, des déficits immunitaires acquis ou innés, ou qui sont sous traitement immunosuppresseur. Donc, en se vaccinant, on protège aussi son entourage. Les bénéfices de la vaccination, on oublie que grâce à la vaccination, il y a des maladies qui ont totalement disparu, la diphtérie, le tétanos, la polio, presque, certaines méningites, et l'OMS estime que la vaccination évite 2,5 millions de décès de jeunes enfants par an. Et donc ça, c'est une pub américaine qui dit que la vaccination provoque des adultes, permet aux jeunes de devenir adultes. Alors, ça, c'est une pub que je trouve intéressante parce qu'elle est bien rigolote et qui dit, ben voilà, pas vacciné, pas de bisous. Donc, c'est une campagne de vaccination contre la coqueluche aux États-Unis. Et donc, il y a de nombreuses fausses nouvelles sur les sites quand on va sur le web. Et moi, je vous en conseille qu'un, c'est celui-là. Donc, vaccinationinfoservice.fr, où il y a, en fait, il y a de plus en plus en fait, d'informations donc scientifiques solides sur ce site. Et puis, je voudrais finir en fait en faisant un petit peu de pub pour mes étudiants de licence de biologie qui ont travaillé sur la fièvre jaune. Donc, c'est une exposition qui est visible jusqu'au 28 mai au bâtiment Thémis sur le campus de la Doua. Et entre autres, et pour revenir sur la vaccination, donc il y a en ce moment une épidémie de fièvre jaune au Brésil et il y a une pénurie de vaccins. Donc pour pallier à cette pénurie, au lieu d'utiliser une dose de vaccin, donc l'OMS a décidé de fractionner ces vaccins et au lieu donc une dose de vaccin, on peut vacciner 5 personnes. Donc, vaccin fractionné au 5e. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir si bien tenu le temps. J'avais juste quelque chose que j'ai oublié de dire en arrivant, qui est qu'une des causes qui peut, enfin, une des causes du problème des controverses autour de la vaccination, c'est un problème de confiance. Faut-il faire confiance aux personnes qui défendent l'utilité des vaccins ou leur innocuité? Faut-il faire confiance à ceux qui nous disent que les vaccins sont très dangereux, etc. On ne sait plus exactement à qui se fier. Et une des clés pour la confiance, c'est la transparence. Et c'est aussi le fait de dire d'où l'on parle. Alors, je vous l'avais envoyé un petit peu par mail, puis j'ai oublié de le reprendre au départ. Est-ce qu'on peut essayer, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les liens que tu as, les liens professionnels que tu as avec les gens qui produisent ou distribuent ou vendent ou commercialisent des vaccins? Oui, en fait, c'est bien parce que j'avais rajouté suite à ton mail, c'était dans la première diapositive, j'ai aucun conflit d'intérêt en fait. J'ai aucun lien d'intérêt avec les entreprises pharmaceutiques. Mais c'est bien, merci de le rappeler. C'est obligatoire aussi par la loi de le déclarer quand on s'exprime sur des produits de santé. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, on va donner la parole à Baptiste Bella-Kaoli qui va poursuivre peut-être l'exploration historique sous un autre angle de la question du doute par rapport à la vaccination. Bien, alors merci beaucoup, notamment Rapatel pour m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet. Donc pour ma part, je vais rester d'un point de vue très historique et je vais essayer de vous montrer en fait comment à partir d'éléments historiques, de faits historiques, on peut éventuellement soumettre des éléments, des pistes de réflexion pour comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il y a tant de doutes qui sont générés notamment vis-à-vis des vaccins et vis-à-vis de la vaccination. Alors je voudrais simplement commencer par un petit
article qui a été rédigé par Anne-Marie Moulin, donc, qui est une historienne et philosophe de la vaccination très connue en France. C'est un article qu'elle avait écrit donc, en 2016, avant qu'ait lieu la concertation citoyenne qui aboutirait plus tard donc, à la nouvelle loi de santé publique qui amènerait ensuite à l'augmentation de l'obligation vaccinale à 11 vaccins. Simplement, ce qui est très intéressant dans cet article d'Anne-Marie Moulin, c'est qu'elle va mettre en évidence deux choses concernant les vaccins. Tout d'abord, c'est que pour pallier éventuellement à des problèmes qui pourraient être liés au vaccin, à la vaccination, eh bien l'histoire ne va jouer aucun rôle dans la perspective de la ministre ou des autorités. Et elle dit qu'il devrait d'abord réexaminer le dossier historique de la vaccination avant de s'attaquer vraiment à d'autres problèmes de fond en lien avec les vaccins et avec la vaccination. Donc en fait, ce qu'elle veut dire là, Anne-Marie Moulin, à travers ses propos, c'est qu'on ne va pas utiliser l'histoire à aucun moment afin d'essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y a du doute, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes avec les vaccins et la vaccination. Et autre commentaire très intéressant qu'elle fait dans son article, c'est comment partager avec le public la notion que le vaccin n'est pas une arme absolue, mais un outil à combiner avec d'autres moyens préventifs ou curatifs. Et là encore, c'est très important, c'est qu'on a oublié que le vaccin était simplement un outil, une technologie, et non pas une fin en soi. Alors, pour enchaîner avec ce que je veux dire par la suite, je ne vais pas vous présenter l'histoire des mouvements anti-vaccins, ni ce qu'on appelle donc l'hésitation vaccinale, le refus vaccinal, d'accord, qui sont des travaux très sociologiques, très anthropologiques. Moi, je vais essayer de vous montrer, à travers des travaux historiques, comment est-ce qu'on peut trouver, encore une fois, des pistes de réflexion pour comprendre, en fait, d'où vient le problème et pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes. Du coup, j'aimerais revenir sur une période en particulier, il y en aura une autre juste après, donc qui est très peu étudiée, mais qui pourtant a une importance capitale. C'est ce qu'on a appelé le Golden Age du développement et de la production vaccinale. Donc c'est une époque qui se situe vers la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 70. Et donc c'est une époque qui est caractérisée par un progrès scientifique majeur, donc de John Anders, qui était un scientifique qui travaillait à Harvard, qui a réussi à la fin des années 40, en 1948, à cultiver le virus de la polio sur un autre tissu que du tissu nerveux. Donc c'était sur du tissu fœtal dans un premier temps, par la suite ça a été sur du tissu rénal. Et en fait, cette découverte de John Anders permettra par la suite le développement et la production du vaccin contre la poliomyélite. Donc je restitue dans le contexte. Au XXe siècle, la poliomyélite sévissait de manière épidémique. D'accord, c'était une maladie grave et redoutée, notamment aux États-Unis. Donc c'est d'ailleurs pour ça que le vaccin a été développé en priorité aux États-Unis. Donc le premier vaccin a été développé par Jonas Salk en 1953-1954, qui était donc l'IPV pour Injected Polio Vaccine, qui était un vaccin donc à virus tué. Dans les années 60, c'est Albert Sabin qui a ensuite développé un autre vaccin, donc l'OPV pour Oral Polio Vaccine, qui lui, pour le coup, était un vaccin à virus atténué. Et il y a eu d'autres vaccins aussi qui ont été développés contre la polio. Donc en France, le vaccin de Pierre Lépine, qui était assez similaire au vaccin de Jonas Salk, et puis d'autres vaccins, notamment de Hilary Koprowski et de Harald Cox, mais qui, eux, n'ont pas été conservés par la suite, notamment pour des raisons d'efficacité et de sécurité. Donc en fait, ce qui est très intéressant avec le vaccin contre la polio, c'est que ça marque vraiment le début de ce qu'on appelait le Golden Age, qui permettra par la suite le développement et la production notamment de vaccins contre la rougeole, contre les oreillons ou contre la rubéole. Et en fait, ce Golden Age, c'est marqué par quelque chose de très particulier, c'est qu'à cette époque, aussi bien donc, les instituts sanitaires publics que l'industrie pharmaceutique développe et produit des vaccins et le font de façon en coopération en fait. Il y a vraiment un échange, un partage entre l'industrie pharmaceutique et le domaine de la santé publique, d'accord. On s'échange librement des souches, des techniques, etc. Il n'y a pas encore en fait, si vous voulez, ces notions de brevetabilité, de propriété intellectuelle ou alors de privatisation. D'accord. Ça a vraiment été une époque idéale pour le développement et la production des vaccins. Simplement, il va y avoir un changement radical à partir de la fin des années 70 et du début des années 80. Donc, ce que l'on a appelé le Biotechnological Age. Donc en fait, pour contextualiser un petit peu historiquement, 1980, il va y avoir d'importants changements de façon, d'importants changements internationaux, mondiaux, aussi bien au niveau des politiques, on va notamment rentrer dans des politiques de libéralisation, de privatisation, et en fait, le marché du vaccin va suivre en quelque sorte
ces changements politiques majeurs. Et ce qui va se passer, c'est que dans les années 80, ce ne vont plus être donc les instituts de santé publique et les industries pharmaceutiques qui vont détenir un savoir pour le développement et la production de vaccins, mais ce vont être de petites sociétés high-tech, de biotechnologie, qui vont profiter en fait de la découverte de nouvelles technologies, notamment de manipulation de l'ADN, afin de concevoir de nouveaux vaccins beaucoup plus sûrs. Et la conception de ces nouveaux vaccins beaucoup plus sûrs va engendrer bien évidemment des coûts. D'accord ? Donc là, on ne va plus du tout être dans une optique de partage, d'accord, d'échange entre le public et le privé, mais ces petites sociétés en fait vont privatiser, breveter sous couvert de propriété intellectuelle leurs découvertes. Et donc, si on veut s'approprier cette technologie, si on veut utiliser cette technologie, il va falloir payer. Et concrètement, le vaccin le plus caractéristique de ce changement d'époque, de ce changement de période, c'est l'hépatite B, d'accord, que Michel a présenté, donc qui est issu d'une technologie très particulière et qui a donc un coût supérieur. Pour vous donner un ordre d'idée, avant l'hépatite B, grosso modo, une dose de vaccin, c'était entre 5 et 10 $, d'accord. À partir du moment où on va passer à l'hépatite B, on va passer dans un ordre plutôt de 30 à 50 $, d'accord. Donc ça va être une augmentation assez significative. Alors, il ne va pas simplement y avoir ce changement en fait au niveau financier et monétaire, d'accord. Il va y avoir d'autres changements qui vont suivre, notamment donc cet adage en fait, hein, if it can't be done, then it should be. Donc en fait, c'est plutôt l'idée que si on peut développer un vaccin contre une maladie, eh bien, il faut le faire, d'accord. Pourquoi prendre le risque d'exposer une personne à une maladie alors qu'on est en capacité en fait de développer un vaccin pour la protéger. Il va y avoir également ce qu'on a appelé donc des stratégies de rebranding, c'est-à-dire de réétiquetage. Et c'est notamment ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire que on va faire en sorte que des maladies qui étaient considérées comme des maladies anodines, sans grand danger, en fait, soient réétiquetées afin que les personnes perçoivent différemment ces maladies, qu'elles soient peut-être plus dangereuses, qu'elles soient perçues comme plus dangereuses, afin de créer éventuellement des marchés pour la création de nouveaux vaccins. Et c'est notamment ce qui s'est passé aux États-Unis pour le MMR, donc le ROR, d'accord. Donc on est parfaitement conscient que la rougeole est une maladie grave, on arrive à en voir ses effets. La rubéole aussi, c'est assez visible, notamment pour les femmes enceintes, mais à cette époque, par exemple, pour les oreillons, on avait du mal à percevoir quelle était la gravité de la maladie. Et aux États-Unis, donc, on a utilisé des stratégies de réétiquetage afin de pouvoir montrer la gravité de la maladie, donc des oreillons, ce qui a permis ensuite, par la suite, notamment à Merck de pouvoir développer et de produire son vaccin trivalent ROR, MMR aux États-Unis. Et enfin, cette période, donc le Biotechnological Age, a aussi été une période où on n'a plus pensé en contrôle des maladies, mais on a pensé en éradication des virus, d'accord. On s'est dit, à partir de ce moment-là, on a la technologie pour, on ne va plus simplement se contenter de contrôler les maladies, on va tâcher de les éradiquer. Et c'est notamment ce qui s'est passé en 1979 avec la campagne d'éradication de la variole qui a abouti. Bon, simplement, au final, cette façon de voir s'est un petit peu cassé la gueule par la suite, avec deux exemples concrets, donc notamment la campagne d'éradication de la polio, donc qui a débuté en 1988, qui était censée aboutir en 2000, et en 2018, la polio n'est toujours pas éradiquée, bon, pour différentes raisons qu'on pourra discuter par la suite. Et surtout, il y a eu cette maladie, donc le VIH. Au moment où on l'a découverte, on a étudié, et les industries pharmaceutiques américaines se sont dit ça va être facile, dans 2-3 ans on sortira un vaccin et tout sera réglé. Donc vous savez actuellement où est-ce que nous en sommes, d'accord. Le seul traitement efficace à l'heure actuelle, c'est donc la trithérapie. Et il y a toujours des essais en cours pour développer un vaccin efficace qui serait très compliqué, comme l'a présenté Michel, afin de lutter contre cette maladie. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'heure actuelle, on en revient de plus en plus à ce qu'on appelle donc des public-private partnerships, donc des partenariats public-privé, d'accord, et aussi à des stratégies de financement comme l'Advanced Market Commitment, en fait, qui sont des façons de faire qui prennent en compte aussi bien l'intérêt financier que peut avoir l'industrie pharmaceutique, d'accord, avec bien évidemment les intérêts de santé publique, notamment des pays en voie de développement, d'accord, pour pouvoir concilier en fait la technologie dont dispose l'industrie pharmaceutique, mais répondre à de réels besoins de santé publique, notamment pour les pays en voie de développement. Et c'est comme ça, en particulier, qu'à l'heure actuelle, il y a un nouveau vaccin contre la malaria qui est en essai en phase clinique 3, qui a été développé avec partenariat notamment de GlaxoSmithKline et d'autres industries pharmaceutiques, de gouvernements, etc. Alors, donc, ce que je vous ai montré là, c'est un pan de l'histoire en fait qui me semble très important, qui est
pas spécialement étudié, d'accord, qui est plutôt passé sous silence cette seconde moitié du XXe siècle. Et pourtant, on a clairement des pistes de réflexion, d'accord, notamment entre ce switch entre le Golden Age et le Biotechnological Age, qui pourrait expliquer pourquoi, à un moment, donc, les politiques et les stratégies de production et de développement des vaccins ont complètement changé. Parce que pour que les choses soient bien claires, il y a un gouffre entre le moment où on développe et on produit un vaccin et le moment où on va l'utiliser. D'accord ? Les politiques d'utilisation ne sont pas toujours les mêmes en fonction des pays pour un même vaccin. Donc à l'heure actuelle, il y a énormément de travaux, d'accord, de type sociologique, anthropologique, qui concernent, donc, comme je l'ai dit, tout ce qui est l'hésitation vaccinale, le refus de vaccination, l'acceptation, etc. Donc on a notamment des travaux en France portés par le laboratoire CESTIM, avec des auteurs comme Pierre Verger, Jérémy Ward ou encore Patrick Peretti-Vatel. À Londres, on a un important projet donc, de Vaccine Confidence Project qui est porté par Eddie Larson et Pauline Patterson. Et on a encore la London School of Hygiene and Tropical Medicine à Londres aussi, qui est de cette tenure-là. Et de plus en plus, ces 5 dernières années, on constate qu'il y a des publications académiques, donc là je n'ai mis en avant que des ouvrages, qui traitent pour le coup de politiques de vaccination. Donc en fait, du côté historique, on essaie de se réapproprier l'importance que cela a concernant les politiques de vaccination, et donc il y a de plus en plus de mouvements en fait, qui tendent à revendiquer que l'histoire peut aussi avoir un intérêt, et a forcément un intérêt, pour essayer de comprendre d'où vient le doute, d'où viennent les problèmes liés au vaccin et à la vaccination. Et donc c'est notamment le cas d'un réseau international, donc le réseau INVAC, pour International Network for the History of Vaccine and Vaccination, que je coordonne avec une collègue espagnole, donc avec différents enseignants-chercheurs donc britanniques, espagnols, néerlandais et autres. Et donc on s'intéresse plus spécifiquement dans ce réseau international aux politiques de vaccination et à l'intérêt que peut avoir l'étude de ces politiques de vaccination pour comprendre en fait à quel moment il y a des soucis qui peuvent émerger lorsqu'on parle de vaccin et lorsqu'on parle de vaccination. Enfin, je me permets également de présenter un petit projet lyonnais, donc le projet CEVAC, pour controverse, enseignement et histoire de la vaccination. Donc c'est un projet que je coordonne avec un collègue didacticien des questions socialement vives, Olivier Morin, qui s'intéresse plus spécifiquement à l'enseignement de la vaccination. Puisque lorsqu'on y réfléchit, la première fois où on est réellement confronté en fait à des notions un peu théoriques concernant les vaccins et la vaccination, eh bien c'est au cours de l'enseignement que l'on peut en avoir au collège et au lycée. Et donc on s'intéresse plus spécifiquement dans ce projet à savoir qu'est-ce qui est enseigné, qu'est-ce qui est dit notamment dans les manuels scolaires. Et donc c'est un travail qui a notamment permis la réalisation d'un mémoire de recherche par une étudiante de médecine en FGSM3, Camille Calamant, qui s'est intéressée plus spécifiquement en fait à savoir quelles étaient notamment les images, les pages qui étaient réalisées dans les manuels pour l'enseignement de la vaccination. Et là, on pourrait en discuter par la suite, mais on constate que ce qui est utilisé, ce sont de vieux exemples. Au final, très souvent, on réutilise la figure mythique, mythologique de Pasteur, on revient avec Jenner, où on donne parfois des informations un petit peu tronquées en laissant croire qu'avec 4 ou 6 poules, on va réussir à développer un vaccin. Et en fait, on est convaincu que ce sont des idées qui sont tronquées, qui ne sont pas pertinentes, et qu'il faudrait par la suite développer des ressources pédagogiques plus intéressantes, qui mettraient plus en avant des facteurs tout aussi importants, à savoir des facteurs sociaux, des facteurs économiques et des facteurs politiques, afin de pouvoir correctement présenter, on va dire, les notions qui sont liées au vaccin et à la vaccination. Enfin, pour terminer, je me permets de vous conseiller un ouvrage. Donc, si vous n'aviez qu'un seul livre à lire concernant l'histoire des vaccins et de la vaccination, c'est l'ouvrage de Stuart Bloom, donc Immunization, How Vaccines Became Controversial, donc qui est sorti en 2017. C'est le travail du toute une vie de Stuart, qui a travaillé pendant 20 ans en fait sur l'histoire des vaccins et de la vaccination. Et c'est un ouvrage ultra synthétique qui résume parfaitement en fait la situation actuelle. Il y a un dernier chapitre qui s'appelle The Roots of Doubt, donc les racines du doute, qui explique justement plus en détail ce que je vous ai présenté là, et à quel point il ne faut pas uniquement se contenter en fait d'étudier ce qu'on appelle les mouvements anti-vaccins, de quantifier, de mesurer, d'accord, c'est ce que les anglo-saxons appellent un easy target, donc une cible facile, beaucoup trop facile, et qu'il faut commencer à repenser et à réfléchir aussi à tous les facteurs sociaux, économiques et politiques qui sous-tendent l'outil, la technologie qu'est le vaccin. Alors, je vous remercie. Je vais te poser la même question qu'à Michel. Oui. Est-ce que toi, tu as des liens d'intérêt à déclarer quand on... Donc, je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer en rapport avec cette présentation. Désolé, j'ai oublié Nicolas au tout début, mais merci de voir.
maintenant donner la parole à Pascal Besse, pédiatre et qui a eu plusieurs vies professionnelles. Je vais vous laisser, Pascal, les présenter. Et après cette présentation, on aura un échange entre nous sur les questions qui sont abordées dans cette présentation et peut-être aussi celles qui vous intéressent, vous plus particulièrement. Non. Alors, Pascal, est-ce que vous avez des liens d'intérêt à déclarer en rapport? J'en ai plus. Donc effectivement, je suis un peu le vaccinateur du jour. Donc j'ai beaucoup travaillé à l'étranger. J'ai été essentiellement en humanitaire. Après, j'ai été dans l'industrie pharmaceutique. Et j'ai beaucoup travaillé en vaccinologie, entre autres avec Charles Marieux et des acteurs lyonnais. Et voilà. Et actuellement, je suis installé en libéral et je travaille à l'HFM. Donc je pense que vous connaissez peut-être ces figures-là. Donc il s'agit de la variole. Donc la dernière partie du XXe siècle a vu la diminution drastique des épidémies de grave ampleur, et ceci grâce à la vaccination. On a vu l'éradication de la variole et on a déclaré cette maladie éradiquée en 1980. Et pour le coup, j'étais étudiant en médecine et j'ai été témoin de ça, donc ça marque une carrière, bien évidemment. Donc le dernier cas de variole a été identifié à Merka en Somalie en 1977. Donc moi j'étais encore étudiant en médecine et je commençais Médecins sans frontières et on a installé la mission Somalie. Voilà, et donc ça a été un moment incroyable avec les équipes OMS, c'était chez un cuisinier hospitalier. Et donc ensuite la maladie a été totalement éradiquée en 81, mais le dernier cas c'était en 77 là où j'étais en occupé. Donc sur le plan historique, comme médecin, si vous voulez, c'est à la fois historique sur le plan de l'humanité, d'avoir une maladie qui s'arrête. Sur le plan de la maladie, ça n'existe plus. Sur le plan épidémiologique, c'est passionnant. Sur le plan de la vaccinologie, c'est incroyable, parce que c'est quand même un vaccin qui a pu éradiquer un fléau pareil. On a vu que ça on a vu avec l'historique des vaccinations que ça existait depuis 1600, etc. Donc voilà. Donc, ça, c'était les camps de réfugiés en Somalie, voilà, c'est ce qu'on appelle les Mundul, voilà. Et donc, c'était des pays où on mourait tout le temps des pathologies infectieuses, voilà, et on meurt encore beaucoup dans ces pays. Donc, tout ça, j'ai vécu ça, et forcément, ça, c'était la variole, je vous ai dit, on ne la voyait plus, mais moi, j'ai vécu dans les camps de réfugiés, dont j'avais la responsabilité, des épidémies de rougeole, on enterrait des gamins par dizaines, hein. Donc tout ça, ça marque et forcément ça forge un peu l'envie d'être un peu avocat de la vaccination parce que voilà. Donc ça c'est j'ai vécu, j'étais vaccinateur de terrain, si vous voulez, donc j'ai vécu l'éradication de la variole, j'ai travaillé dans les programmes élargis de vaccination en passant par les épidémies de rougeole dans les camps de réfugiés, je viens de le citer, les désastres quotidiens dans tous les pays pauvres, hein, voilà, moi j'ai bossé à Madagascar, au Bénin, etc. Ensuite, donc j'ai intégré l'industrie pharmaceutique et j'ai vécu à nouveau la crise vaccinale de la vaccination hépatite B, de la grippe, de l'HPV, etc. Donc voilà. Et actuellement, on vit encore des épidémies de rougeole, hein, encore récemment en France et aux USA, ce qui est quand même un comble. Voilà, donc ça c'est par exemple les tournées de Gavi, là c'était des tournées de vaccination Gavi, c'est la fondation Bill Gates, hein, j'ai bossé pour la fondation Bill Gates aussi, pour les... donc ça c'était au Bénin, là ensuite j'ai bossé dans les îles, ça, mais voilà, bon, et toujours en vaccinaux. Ensuite, je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique. À une époque, vous voyez, on avait même des dermojects là-haut, où on vaccinait les gamins avec des trucs. Donc, ceci se fait plus, mais ça a été fait. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup croisé Charles Marieux, etc., qui sont, vous savez que vous êtes quand même dans une ville où il y a une success story avec Pasteur Marieux. Hein. Voilà. Donc, pour redire le succès des vaccins, vous voyez ici, aux États-Unis, l'ère pré-vaccinale et post-vaccinale. Vous voyez un peu la dégringolade incroyable de la réduction de ces pathologies. C'est absolument incroyable en termes d'efficacité. Là, on est dans un pays riche. Hein. Ça, c'est la France.
Et on voit, pareil, l'aire vaccinale pour la variole, la diphtérie, c'est ce qu'on appelle les maladies évitables, avec des vaccins qui sont sur le marché et qui sont usités depuis très longtemps dans les pays riches. Voilà. Donc c'est une redoutable efficacité. Voilà, donc pourquoi la vaccination fait peur? Il est clair que dans les pays développés, en développement, je veux dire, la population est confrontée, elle voit de visu toutes ces maladies. Hein, je pense que si vous êtes allé en Inde, etc., si vous allez en Afrique, en Nigeria, etc., vous voyez des choses comme ça. Bon, d'accord? Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein, vous avez encore des polios, vous avez encore des tétanos, etc. Hein. Donc moi, dans les camps de réfugiés, on avait des tétanos néonatales. Hein, et c'est pas si vieux que ça. Hein, je boite. Voilà. Donc là, les populations en voie de développement, elles sont confrontées au tétanos, à l'hépatite B en Asie, c'est considérable. Les crèves de foie en Asie, c'est considérable, à cause de la non-vaccination hépatite B, etc. Donc, voilà. Donc, et pourtant, dans les pays riches, un siècle après la pire épidémie de grippe dans le monde, et la fin des grandes épidémies, nous vivons une autre épidémie. C'est la propagation, une épidémie à nouveau virale cette fois, mais c'est l'épidémie sur Internet. Et donc il y a la propagation rapide de la désinformation grâce à Internet et aux réseaux sociaux, qui minent la confiance dans les vaccins. D'accord ? Et ces vaccins sont pourtant cruciaux, etc., pour la santé publique. Et ces doutes existent en parallèle avec le développement de la vaccinologie. On l'a vu tout à l'heure dans les premières diapos que c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des anti-vax, si je puis dire. Hein, d'accord ? C'est l'évolution normale de la vaccinologie. Mais disons que c'est amplifié avec le son de la caisse de résonance des réseaux sociaux. Voilà. Et en France, on est les champions du monde, hein, en plus. Hein. Regardez, donc il y a une enquête avec 67 pays qui montrent que qui posait la question sur l'innocuité des vaccins, etc. Et nous, les Français, on est les premiers à penser que les vaccins ne sont pas sûrs. Donc on est quand même très fort. Donc il y avait 65 000 personnes ont été interrogées. 65 000 personnes ont été interrogées, donc c'est pas une petite enquête. Voilà. Donc, dans notre quotidien, on a des questions, des parents qui soutiennent, les parents qui soutiennent, mon enfant n'a pas besoin d'être vacciné, il est en bonne santé, mon enfant n'a pas besoin d'être vacciné, il est en bonne santé, de toute façon, je ne le mets pas en collectivité, de toute façon, je lui donne le sein, il risque rien, de toute façon, je lui donne le sein, il est protégé par les autres, bien sûr, sont vaccinés, il est protégé par les autres, bien sûr, sont vaccinés, de toute façon, les vaccins, ça va, voilà, de toute façon, les vaccins, ça développe pas l'immunité, c'est pas une immunité naturelle, au contraire, il ne faut pas trop vacciner les jeunes enfants, c'est antinaturel, enfin bon, toutes ces allégations, tous ces trucs, bon, voilà. Il y a les vaccins, il y a la notion de vaccin recommandé, vaccin obligatoire, il y a beaucoup de confusion sur cet aspect-là, hein. Voilà. Je suis pas d'accord avec l'âge. Pourquoi on vaccine l'hépatite B de mon bébé? Il risque pas d'avoir l'hépatite B. C'est une maladie sexuellement transmissible. C'est débile. Je vais attendre. Je le ferai peut-être, docteur, mais je vais attendre. Enfin, tout ça, c'est quand même notre quotidien. En l'occurrence, chez les pédiatres et aussi les médecins généraux. Voilà. Donc, les médecins que vous êtes peut-être, hein, ou que vous serez bientôt, pour certains, sont impliqués dans la prévention vaccinale. D'accord? Donc, effectivement, vous voyez, vous avez le gamin qui dit je vais voir, je vais réfléchir. Donc, voilà. Donc, et toutes les enquêtes montrent qu'il est tout à fait important que les patients se tournent vers leur médecin, mais encore faut-il que les médecins soient bien formés. Et la vaccinologie, c'est quand même un truc un peu compliqué, parce que justement, ça fait appel à l'infectiologie, à l'épidémiologie, à l'immunité, etc. Donc c'est quand même à la croisée de chemin de plein de sciences, et aussi bien évidemment de la politique, etc. Donc c'est pour ça que c'est à la fois passionnant et à la fois un peu compliqué. Donc, quand on est dans l'industrie pharmaceutique, on connaît les choses. Quand on met un vaccin sur le marché, d'abord, ça fait 20 ans qu'on fait des recherches avec des milliards d'investissements, des milliers de toubibs et de chercheurs qui cherchent un vaccin, donc ça ne se fait pas comme ça. Et on sait très bien que de toute façon, on a une période un peu la lune de miel des vaccins. Vous avez ici le temps et ici l'incidence de la maladie. Bien sûr, quand il y a beaucoup de maladies, demain, il y a encore beaucoup de sida. Si on a un vaccin sida, tout le monde va applaudir, peut-être. Et donc, on va voir, la couverture vaccinale va monter. Je suis désolé, je suis du milieu, là, ça va mieux. Donc, voilà, donc la couverture vaccinale, forcément, elle va monter, puisque la maladie est très présente, elle est visible, dans tous les cas, dans les pays. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de Shannon. C'est très classique dans toutes les implémentations d'installations de vaccins. Voilà.
Et ensuite, on ne voit plus la maladie. Par contre, on voit éventuellement, à plus forte raison si dans des monde modernes où il y a des réseaux sociaux, où on va faire un témoignage à la télé, un éventuel, potentiellement, effet secondaire. Et bien là, on a une perte de confiance à nouveau. Et avec le temps, on vaccine moins, l'épidémie revient, etc. Donc voilà, ça c'est l'évolution normale d'une mise en œuvre d'un programme d'immunisation en fonction de la perception de la tolérance des vaccins. Tout ça, on connaît, d'accord? C'est souvent un petit peu pareil. Et d'ailleurs, avant de mettre l'HPV sur le marché, on savait très bien qu'on aurait des effets secondaires, on savait très bien qu'on allait avoir des allégations sur les effets secondaires, etc. D'accord? Donc, pour info aussi, je ne sais pas si vous avez vu les dernières études en technologie, ils ont travaillé, ils ont fait des études sur les rumeurs sur Internet, donc avec des milliers et des milliers d'informations sur Internet, bien évidemment étudiées. Et bien, les fausses nouvelles ont 70% plus de chances d'être relayées que des histoires vraies. Et les histoires vraies mettent 6 fois plus de temps pour toucher les 500 personnes que les fake news. Donc ça, c'est une réalité. Donc Internet et les réseaux sociaux, c'est un amplificateur considérable de n'importe quoi aussi. Et si vous faites vaccin sur Internet, vous avez que des trucs anti-vaccins, avec des choses super sérieuses, avec éventuellement des toubibs qui parlent, avec des PowerPoint qui peuvent déstabiliser les mamans, etc. C'est vraiment c'est une réalité. Donc les enfants que je vois, les mamans, elles sont sur Internet. Hein. Voilà. Donc c'est un peu, j'aime bien cette image. Hein. Vous voyez, je suis vegan, donc c'est un bébé qui me parle, c'est une petite fille, hein. Je suis vegan, je suis anti-vax, et de toute façon, elle n'est pas pour la pilule. Donc tout ça, c'est vraiment une problématique de pays riches et gâtés. On est dans un pays où on vous donne des vaccins, on offre des vaccins quand même. Hein. Donc c'est, voilà. On a une politique de santé publique, on a des hôpitaux, des CHU à côté, etc. Voilà, donc ça, c'est le quotidien des médecins praticiens dans les pays développés. Hein. Quand je vous parlais des coronavirus, c'était une autre problématique que notre médecine, bien évidemment. Donc voilà, vous voyez, toutes les questionnements des parents, donc l'habilité naturelle insuffisante, les vaccins affaiblissent le système immunitaire, les adjuvants, ça sert à quoi? Je veux un truc sans aluminium, les vaccins augmentent les allergies, les bébés sont bien trop vaccinés, et de toute façon, ces maladies d'enfants sont tout à fait utiles, il faut avoir la rougeole, etc. Voilà. Donc tout ça, voilà. Mais ça, c'est notre métier de pédiatre, et ça n'empêche pas, même si c'est un peu agaçant, on doit répondre à ces mamans. D'accord? Il n'y a pas de. C'est encore une fois un autre métier que quand vous êtes dans des pays pauvres. D'accord? Des interrogations qui sont légitimes. On fait un vaccin, on injecte un produit à leur enfant qui est sain. C'est quand même normal qu'on puisse qu'elle se pose des questions, etc. D'accord? Donc il faut répondre aussi à ces questions. Voilà, donc tout ça pour redire aussi, le but n'est pas de convaincre ceux qui ne veulent pas être là, parce que souvent on a des murs avec les anti-vax, hein, c'est-à-dire qu'on peut, c'est vraiment, mais de soutenir même mon job, moi, je suis avocat de la vaccination, si je puis dire, c'est de soutenir les professionnels de santé, que vous êtes peut-être, et pour ceux qui souhaitent leur donner des informations sourcées, basées sur la science, etc. Et par exemple, le retour dramatique de la rougeole, actuellement, fait ressurgir ce que j'appelle le dénialisme, c'est-à-dire le déni du savoir scientifique. Le dénialiste utilise des arguments rhétoriques pour donner l'apparence d'un débat légitime, parce qu'il n'y a aucun, tellement les évidences sont claires. C'est un peu tragico-comique quand même, hein, d'accord? Parce que c'est tellement, si vous voulez, les pseudo-allégations, les pseudo-effets secondaires des vaccins par rapport à tous les bénéfices des vaccins, c'est vraiment tragico-comique. Donc, le VIH ne cause pas le sida, le tabagisme passif ne cause pas le cancer, l'homme n'est pas issu d'évolution biologique, l'activité humaine n'est pas le responsable du réchauffement climatique, le vaccin rougeole est plus dangereux que la maladie, etc. Voilà, ça, c'est du dénialisme. Voilà. Donc, moi, je suis pédiatre, c'est ma vocation, protéger les enfants. Et pour protéger les enfants, il y a 3 éléments, c'est l'amour, l'alimentation saine et l'activité physique. Et la vaccination. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous êtes étudiant en médecine, on ne vous l'apprend pas forcément ça, mais c'est vraiment du basique. Hein. Même en étant des études, je ne suis pas sûr qu'on vous apprenne
Ça. Donc, en conclusion, de toutes les mesures visant à améliorer la santé humaine, la vaccination reste l'une des plus sécuritaires et des plus efficientes. Il n'y a aucune autre intervention médicale n'a sauvé autant de vies qu'au cours des siècles, sauf l'eau potable. Les effets secondaires des vaccins sont généralement bénins et très exceptionnellement sérieux. On a vu tout à l'heure les chiffres. Hein. Sur 1 700 000, vous avez un urticaire. Donc c'est ça la réalité, hein, d'accord? Moi j'ai fait des milliers de vaccinations, j'en ai fait ce matin, j'en fais cet après-midi, j'ai aucun état d'âme, d'accord? En CDB de siècle, les défis posés par la vaccination ne sont pas que technologiques. La vaccination est donc un trésor qui doit être partagé et il interpelle notre sentiment d'appartenance à la communauté. Voilà. Pour rigoler. Bien, merci beaucoup. Alors on va passer maintenant à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire à ce stade? Moi, pardon, vous en avez une? Oui, bonjour à tous. Alors, merci pour ces présentations qui étaient très claires, très précises et concises. Moi, j'avais une petite question. On a bien vu que derrière les anti-vaccins, ce qu'il y avait, ce n'était pas des réflexions logiques, parce que si on a des réflexions logiques, on voit bien qu'il y a une balance bénéfice-risque qui est en faveur des vaccins. Du coup, c'est plus des réflexions qu'il y a autour de la peur, autour des théories du complot. Et donc, pour arrêter ces réflexions complotistes, il faut du temps, c'est compliqué. Et on a bien vu avec les derniers sondages du quotidien des médecins sur les durées de consultation des médecins généralistes qui n'ont que 15 minutes, 18 minutes à accorder à un patient, où est-ce que ces médecins prennent le temps d'expliquer à des parents qui auront des inquiétudes potentiellement légitimes vis-à-vis des vaccins? Donc, tu as tout à fait raison. Il est clair qu'on a surtout en pédiatrie, on est écrasé de boulot. Donc, c'est vrai qu'on a peu de temps pour faire de l'argumentation, mais c'est quand même notre rôle. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est ces allégations. Donc, les mamans nous disent, mais de toute façon, il est trop petit, etc. Pour faire moi, toute la journée, j'ai des gamins qui me disent, les mamans me disent, il est trop petit. Ah, 2 mois, docteur, vous avez déjà le vacciné. Et le mois prochain aussi, encore un vaccin. C'est pas possible. Il est trop petit. Mais donc je leur dis, c'est justement parce qu'il est petit. Parce qu'on a mis des années pour arriver à faire des vaccins qui marchent à partir de 2 mois, justement, parce que votre enfant a une certaine maturité immunologique, et pour le coup, s'il croise la coqueluche, s'il croise... Enfin bref, moi, les arguments, je les sais. Mais effectivement, je baigne là-dedans, puis tout petit. Donc, mais aussi, de temps en temps, je n'ai pas la patience. C'est vrai que, voilà, donc tous mes patients, ils sont tous vaccinés. Ceux, de temps en temps, c'est pas possible. J'ai dit, moi, les mamans qui me disent, je veux pas, et ben, je leur dis, on ne va pas être copains, vous venez pas chez moi. C'est pas possible. Moi, je voudrais du coup vous poser une question là-dessus. Je vais prendre le micro. Parce que, imaginez qu'on est dans un débat où il y a ici des personnes qui sont scientifiques et que vous connaissez tous selon vos disciplines la question des vaccins, et vous aussi probablement. Mais là, ici, je voudrais me faire quand même l'écho de peut-être de l'autre côté de la controverse. On a parlé des anti-vaccins comme si c'était un groupe de personnes uniformes qui seraient ennemis de la science. Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose qui traverse la population, qui est peut-être pas d'être militant anti-vaccin, mais simplement d'avoir des doutes ou de se poser des questions. Et donc, quand on a des doutes, on cherche éventuellement à les éclaircir. Depuis tout à l'heure, on parle des vaccins comme si c'était un être uniforme et comme si tous les vaccins étaient les mêmes. Imaginez que nous ayons cette discussion en parlant des médicaments. Et on dirait, les médicaments c'est bien, et puis ceux qui sont contre les médicaments, bon, en fait, ce serait absurde, ce serait pas scientifique de parler comme ça. Donc en fait, est-ce qu'il ne faut pas qu'on rentre dans quelque chose d'un peu plus précis dans notre débat, et au lieu de parler des vaccins, et du coup des gens qui ne comprennent pas les vaccins ou leur efficacité, plutôt de parler de certains vaccins. Baptiste tout à l'heure a expliqué qu'il y avait finalement plusieurs générations de construction de vaccins, et dans les 11 vaccins qui sont aujourd'hui obligatoires, peut-être que les débats ne sont pas les mêmes pour chacun de ces vaccins. On a parlé de l'hépatite B, on a vu que c'était le vaccin contre l'hépatite B était d'une génération des biotechnologies et non pas de la génération antérieure. On a vu aussi qu'il y a des questions d'âge, on sait que c'est aussi un vaccin
vaccin sur lequel s'est posée toute une controverse dans les années 90. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer de recentrer le débat, non pas sur les vaccins en général, même si le titre de cette conférence nous y invite, mais plutôt peut-être sur certains vaccins et essayer de préciser un peu les choses, justement pour garder une teneur scientifique à ce débat. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Tiens, prends-le plus. Alors, du coup, tu as tout à fait raison, Nicolas. En fait, on se rend compte que il y a eu des travaux pour caractériser un petit peu ce qu'on appelle donc les mouvements anti-vaccin, anti-vaccination. Bon, on ne sait pas exactement quel est le terme le plus adéquat. Et on se rend bien compte que dans la grande majorité des cas, en fait, ce sont des personnes qui ont plus un problème spécifique en lien avec un vaccin en particulier. C'est vraiment très très rare au final que ce sont des minorités, vraiment très, dans une minorité encore plus minoritaire, des personnes qui ont un problème avec la vaccination en général, contre tous les vaccins. Donc ça c'est clair et net. Et puis de toute façon, il est évident aussi que il y a de façon plus globale une perte de confiance, dans les autorités, dans les élites, dans les autorités sanitaires, voilà, qui peut aussi expliquer pourquoi en fait on en revient parfois à se focaliser sur plus spécifiquement les vaccins ou un vaccin en particulier, d'accord? Mais c'est clair qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a un mouvement général en fait. C'est pas spécifiquement lié au vaccin, c'est qu'il y a d'autres a priori aussi qui rentrent dans en compte et qui ont leur importance là-dessus aussi. Et puis pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure aussi, en fait il y a eu un déficit de communication pendant des années. Pendant des années, les autorités sanitaires n'ont pas réellement pris en considération en fait ce qui pouvait émerger, d'accord? Ils les ont dénigrés, ils les ont stigmatisés, et maintenant on se rend compte que ça peut avoir de l'effet parce qu'on a perdu du temps en fait à essayer. On a perdu du temps en fait, on aurait pu lutter éventuellement contre ces informations-là, et maintenant on essaie de rattraper le coup. Voilà, mais on a perdu beaucoup trop de temps parce que les autorités ont été hautaines, parce qu'ils se sont dit que ce problème-là était évident, qu'on n'avait pas besoin de rassurer la population en lien avec les vaccins, le coût bénéfice-risque, etc. Et donc maintenant, on paye les pots cassés, puis on essaie de rattraper tant bien que mal, en fait, l'influence que peut avoir les mouvements donc, qui se revendiquent contre les vaccins ou contre la vaccination. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour, Sarah, interne de santé publique. J'avais plutôt deux questions. La première, c'était par rapport à la première intervention. Donc, vous nous avez montré un diaporama, une diapo sur l'existence de ces mouvements anti-vaccins, finalement, depuis l'existence du vaccin. Déjà, je me demandais, est-ce que, malgré le fait que ça existait déjà, est-ce qu'il y a une augmentation en proportion ou est-ce que c'est juste finalement une sensation qu'on a actuellement, mais ça a toujours été plus ou moins la même défiance qui a toujours existé? Et ma deuxième question portait plutôt sur, donc on a identifié un certain nombre, vous avez identifié un certain nombre de points qui pourraient expliquer un peu cette défiance, à la fois sur le développement dans les années 80, comme vous le disiez, d'un procédé rémunérateur qui fait que sur certaines théories, on puisse avoir une défiance envers les labos pharmaceutiques et donc les vaccins. Vous avez aussi parlé du fait que les agences sanitaires n'avaient pas assez communiqué. Aujourd'hui, on a mis, donc Agnès Buzyn a rendu obligatoire 11 vaccins. Quelles sont selon vous les mesures et les actions à prendre pour essayer de sensibiliser les gens à l'importance vaccinale? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui maintenant? Alors moi, je vais pouvoir répondre à la première de vos deux questions. Concernant en fait les mouvements anti-vaccinalistes, donc comme vous l'avez souligné, en fait ils existent depuis qu'il y a de la vaccination. Après, bien sûr que la médiatisation, la mondialisation, le web contribuent largement à ce mouvement. Il y a des données qui disent que donc on serait en fait une dizaine de pourcents à avoir de l'hésitation vaccinale, mais que des vrais anti-vax, en fait, ils sont extrêmement peu nombreux et de l'ordre de moins de 2% dans la population. Donc voilà ce que je peux dire en fait sur la première. Vous voulez rajouter quelque chose ou répondre à la deuxième question? La deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle d'un sujet qui est quand même, où il y a plein de gens qui s'en occupent, malgré tout, que ce soit la santé publique ou
C'est bon, ça marche. Et voilà, et par exemple, actuellement, il y a des initiatives, il y a des choses aussi, je parle régionalement, hein, par exemple, il y a Immuniser Lyon, il y a des initiatives locales, et donc où les politiques prennent parti. De la même manière que la Miss Buzyn, pour ne pas la citer, a fait une obligation vaccinale. Moi, je suis navré qu'il y ait une obligation vaccinale, mais nous, praticiens, ça nous arrange bien quand même. Hein. C'est navrant. Mais c'est d'un autre côté, moi, ça fait 20 ans que j'attends ça, qu'il y ait des politiques assez couillues pour faire des choses comme ça. Et donc, bravo. Et de la même manière, donc on travaille avec Immuniser Lyon pour que les villes aussi prennent parti. Donc, si vous voulez, de la même manière qu'il y a un gouvernement avec des autorités de santé qui disent oui, on impose des vaccins, on fait voilà le calendrier pour les piou-piou qui sont nés après 18, et ben c'est ça le package. Voilà, vous n'êtes pas content, ben vous ne rentrez pas à l'école. Bon, c'est un peu dur, mais après tout, il y a d'autres pays qui font ça, hein, d'accord? Et malgré tout, en France, où on est les champions du monde du doute, ben il fallait peut-être serrer les boulons. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le politique a agi là, et bravo, il était temps. Si vous voulez, les citoyens que nous sommes, c'est important d'avoir un politique qui s'engage aussi de la même manière. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que dans les villes, dans les métropoles, dans les agglomérations, peut-être demain, on aura des mairies, et ça se fait déjà à Villeurbanne ou autre, qui participent à la promotion de la vaccination, si vous voulez. Et je pense que c'est voilà, il n'y a pas que le citoyen qui... Bien sûr que les citoyens doivent être informés, etc. Les médecins doivent être formés, mais il y a... c'est très très vaste, et les acteurs de la santé publique, si je puis dire, on est tous de la même manière pour l'écologie, qu'est-ce qu'on fait avec notre sac plastique, etc. Donc on est tous partie prenante, mais il faut aussi le politique a son rôle à jouer. Voilà. Oui, si je peux me permettre d'apporter quelques éléments supplémentaires. Premièrement, concernant l'obligation vaccinale, il y a quelque chose qui n'est pas forcément connu, mais normalement cette obligation elle est censée être temporaire. D'accord ? Alors, voilà, la question c'est quoi ce temporaire ? Jusqu'à quand ? Qui décidera qu'on arrêtera, etc. pour normalement réaugmenter la couverture vaccinale, après quoi les gens seront capables et se rendront compte, seront éclairés là-dessus et continueront à faire vacciner leurs enfants. Pardon. Deuxième chose, ça concerne donc l'étude que mon collègue a présentée, donc qui est une étude en fait qui a été menée par The Vaccine Confidence Project, donc qui a été coordonnée par Eddie Larson. Et simplement cette étude, je voudrais faire une petite remarque, il faut la prendre avec des pincettes quand même, parce que la France est bien stigmatisée, mais il y a un petit peu des biais dans cette étude, d'accord. Notamment en fait le terme sécurité, les termes utilisés notamment ne sont pas les mêmes dans tous les pays, et en plus bon on a recueilli ça par des coups de téléphone, hein, donc voilà, il faut faire attention aussi à la méthodologie qui a été utilisée, enfin simplement pour dire bon, il y a un gros chiffre pour la France, je crois que c'est 44 ou 45% que disent que les Français ne croient pas en la sécurité et la sûreté des vaccins. Voilà, simplement, bon, c'est peut-être un peu... Et ce n'est pas que moi qui le dis, on est bien d'accord, ce sont des personnes qui travaillent également dans le domaine, hein. Je pense notamment à Patrick Zilberman, qui est historien de la santé aussi à Paris, hein, qui a beaucoup travaillé sur les vaccins et la vaccination, et Anne-Marie Moulin également, historienne et philosophe de la vaccination. Bon, ils disent bien, ces personnes-là, attention avec cette étude-là, même si elle est flagrante et assez dure avec la France, et peut-être pas non plus voilà, entièrement vraie. En fait, pour terminer, par rapport à votre question aussi, en fait, donc effectivement, il y a un souci de communication, je pense que vous l'avez compris, et peut-être qu'il faudrait réfléchir, donc pour une meilleure sensibilisation, plus sensibiliser les gens, il faudrait peut-être réfléchir aussi aux informations que l'on veut faire passer, parce que moi j'ai bien peur que montrer des graphiques, montrer des graphes, montrer des données, ce ne soit pas les informations que les personnes attendent. Et là, en fait, il y a un gap entre la certitude qu'ont les scientifiques, d'accord, les personnes du milieu concernant l'efficacité des vaccins, et ce que les personnes veulent entendre, d'accord. Donc peut-être qu'il faudrait commencer à réfléchir aussi à quel genre d'informations on pourrait apporter qui pourrait avoir peut-être un petit peu plus d'impact que ce qui est fait jusqu'à présent. Mais je suis parfaitement conscient que c'est très compliqué et que ça nécessitera de mobiliser énormément de disciplines et de spécialités et différents experts, ça va de soi. On a des questions dans la salle, peut-être on va les prendre un peu successivement, donc allez-y. Bonjour et merci. J'avais une question en fait par rapport au terme de la peur justement. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est la peur de la vaccination qui augmente dernièrement ou plutôt une
perte du bénéfice de la vaccination? Est-ce que la peur n'a pas toujours été présente vis-à-vis de la vaccination et vis-à-vis de tous les traitements d'une manière générale, et que comme la vaccination est très efficace, le fait dans nos pays industrialisés de ne plus voir les conséquences des épidémies fait qu'on ne voit plus le bénéfice de la vaccination d'une manière générale? Peut-être merci pour cette question, peut-être on va en prendre une autre et comme ça les réponses pourront rebondir sur les différentes questions. Peut-être bien. Moi, je voudrais faire partager mon expérience de maman. Que voilà, quand le processus de grossesse ou à l'accouchement à la maternité ou après quand on rencontre les pédiatres, à aucun moment, bon, je suis biologiste, j'ai pas eu besoin, mais par contre, à aucun moment, on m'a expliqué ce que c'était. On va lui mettre un Priorix, on va lui mettre un truc, on a des noms de vaccins, on sait même pas à quoi ça sert. Et par exemple, dans le carnet de santé des gamins, il y a une petite feuille qui dit qu'à quelle date il faut vacciner l'enfant. Pourquoi pas rajouter une page en disant, ben voilà, telle maladie cause telle chose, avec tels effets, une petite page d'information pour les mamans, si elles ont peut-être peur à raison, qu'il faut aller se renseigner soi-même ou sur Internet, de voir quels sont les vaccins. Donc peut-être que, enfin je pense au carnet de santé, c'est peut-être pas le bon exemple, mais en tout cas, à aucun moment j'ai eu une information sur les vaccins. C'est vrai qu'il fallait la chercher. Et où? Donc si c'était donné, ce serait peut-être plus facile. Faire une éducation peut-être dans ce cas des mamans. Donc deux questions qui quelque part se rejoignent avec dépasser la peur, voir l'information et peut-être être au courant des conséquences à la fois des maladies mais aussi des vaccins. Donc peut-être deux choses. Déjà, le vaccin, c'est d'abord une piqueuse. Donc c'est un peu agressif quand même. Agressif pour une maman qui est souvent, on pique le bébé, c'est la maman qui pleure. Hein. Donc, il n'y a que donc, vous savez, il y a en intradermos, c'est le BCG, il y a le polio dans les pays en voie de développement, on donnait la polio orale, mais sinon c'est une piqûre. Donc c'est effectivement d'emblée, ça fait peur, si je puis dire. Enfin, je le vois pour les adolescents. Et donc première chose, après pour l'information de maman, on est d'accord, c'est vrai que si les mamans, c'est vrai qu'on propose, on dit voilà, on va se voir tous les mois, on commence les vaccins à 2 mois, etc. Maintenant, c'est obligatoire. Après, c'est vrai que les consultations sont trop courtes pour faire de l'information. Mais moi, je dis aux mamans, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on parle des vaccins? Si je vois qu'il y a un doute, je leur fais un petit brief sur le sujet quand même, hein, d'accord? Après, les informations, sachez quand même, moi, ça fait 30 ans que je fais de la vaccino. Le nombre de communications sur les vaccins, on en fait c'est considérable, mais l'impact qu'il faut, c'est un des rares produits médicaux où on fait de la pub à la télé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'encart télé, le coût que ça prend. Donc c'est le seul produit médical où on fait de la pub à la télé, par exemple pour la vaccination de grippe, pour la vaccination rougeole. Et les gens considèrent qu'ils ne sont pas encore assez informés. Alors bien sûr que voilà, la publicité, c'est pas l'information, c'est quand même des choses différentes. La publicité et l'information, c'est des choses différentes quand même. Il y avait des informations, c'est pas de la publicité, enfin si, c'est de la com sur la campagne de rougeole, la campagne de grippe, ça passe à la télé quand même. Il n'y a aucun médicament qui fait de la com à la télé. Donc c'était les messages de prévention de Santé publique France disant faites-vous vacciner, mouchez-vous dans votre coude, etc. Il y a énormément de communication sur la vaccination et malgré tout, ça suffit jamais, quoi, malgré tout. Mais parce qu'on s'y prend mal, parce que les temps changent, parce qu'il y a l'Internet, parce que les gens ont le doute, parce qu'il y a eu le sang contaminé, parce que tout ça, quoi, c'est bien compliqué. Hein, bien sûr. Peut-être refaire peur, alors, peut-être avec les maladies. Juste pour répondre peut-être à la question du monsieur, donc vous avez parfaitement raison en fait. C'est-à-dire qu'on entend souvent que les vaccins sont victimes de leur succès. Donc c'est une formule qui réapparaît assez régulièrement, c'est-à-dire qu'ils sont tellement efficaces qu'ils ont fait disparaître temporairement, d'accord, parce que les maladies ne sont pas éradiquées, elles ont juste disparu. Et donc les gens ne savent plus ce que c'est que d'être atteint de la diphtérie, que d'être atteint de tétanos ou de la polio dans les pays développés, je précise, d'accord. Et donc effectivement, ils ne se rendent plus compte en fait, et ils ne comprennent pas l'utilité d'un vaccin puisque au final, la maladie n'est pas visible, d'accord. Mais ce sont des problématiques complètement différentes dans les pays en voie de développement qui, eux, subissent régulièrement des épidémies, notamment, bon, même si la polio est sur le point d'être éradiquée, tétanos néonatal, etc., sont des maladies concrètes. Et on peut, en tout cas pour ces gens-là. Et on peut imaginer que si du jour au lendemain, il y avait une pandémie qui sévissait avec de réels effets concrets, que voilà, il y aurait peut-être moins de problèmes de vaccination que ce qu'il y a à l'heure actuelle avec certaines maladies
comme on peut le voir voilà, actuellement. Et juste pour la petite anecdote très rapidement, il y a quelques années de ça, donc je crois que c'est en 2015, en 2016, vous avez 2 enfants qui sont morts en Espagne et en Belgique de la diphtérie, en fait. Et ils sont morts tout simplement de... Ah, ils sont morts bien évidemment parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, d'accord, mais ils sont morts parce que les autorités sanitaires n'ont pas réussi à repérer, en fait, où il y avait des stocks disponibles pour lutter contre la maladie. Parce que c'est une maladie qu'on peut prévenir, la diphtérie, mais on peut également la traiter avec du sérum. Et en fait, les autorités sanitaires se sont rendues compte à ce moment-là qu'il n'y avait pratiquement plus personne qui produisait du sérum pour lutter contre la diphtérie, tout simplement parce que c'était une maladie qu'on ne voyait plus dans les pays développés. Et donc, l'industrie avait arrêté de produire ce sérum et produisait exclusivement le vaccin. Donc, vous voyez, on peut aussi avoir en fait une perte de savoir qui peut être potentiellement dangereuse lorsqu'on arrive à ces problématiques-là. Une autre question là-dessus ? Bonjour Paul, étudiant en pharmacie. Moi, je voulais vous demander si vous pensiez que l'augmentation des mouvements altermondialistes a un levier, enfin altermondialiste, je pense au bio, l'agriculture alternative, même les gilets jaunes ou une société alternative ont un effet de levier sur les anti-vaccins, ou si ça n'a pas du tout de lien. Qu'est-ce que vous voulez dire par un effet de levier ? Une augmentation. En fait, je trouve qu'à l'ère d'Internet, beaucoup d'infos circulent, des courants de pensée se forment, que ce soit sur le naturel, un système gouvernemental alternatif, avec une démocratie directe. C'est beaucoup de pensées en fait, qui remettent en cause l'ordre de la société. Or, la vaccination est devenue obligatoire, c'est devenu quelque chose de très institutionnel. Je me demande si c'est pas... après, j'aimerais votre avis, que ce soit dans la pratique professionnelle, dans l'histoire ou en sociaux. Je me permets juste, du coup, peut-être, tout en vous remerciant pour votre question, mais peut-être de demander qu'on fasse attention de la même façon qu'on ne peut pas généraliser, on ne peut pas faire un débat sur les vaccins en général parce que ça recouvre des réalités différentes. De la même façon, altermondialisme, bio, gilets jaunes, etc. Ça, sociologiquement, on est quand même sur des phénomènes qui sont qu'on peut distinguer les uns des autres, même s'il y a évidemment des transmissions. Et du coup, essayons peut-être de préciser un peu les choses desquelles on parle plutôt que de... Du coup, je peux préciser, c'est des mouvements qui émergent d'une non-satisfaction du modèle actuel, pour partir de quelque chose de très général alors. Ok. Par principe, s'ils ne sont pas satisfaits, si on fait une obligation, ils seront contre. Forcément, c'est sûr. Ça fait partie des mouvements actuels, quoi, bien sûr. Donc je pense que ça ne s'arrange pas la vaccination, mais bon, elle en a vu d'autres, et voilà. Mais je suis d'accord. Historiquement, donc, il y a les mouvements de Steiner, donc, depuis le début du XXe siècle, et puis donc, tous les mouvements anthroposophistes, comme vous l'avez fait, qui disent laissons faire la nature. Mais ça, si on va dans cette voie-là, en fait, c'est le retour des épidémies. Vous nous demandez de parler de cas concrets, donc on parle de la rougeole. La rougeole, c'est le virus qui est le plus contagieux, puisque lorsque une personne est infectée, elle peut contaminer 20 personnes, entre 16 et 20 personnes autour d'elle. Donc c'est la maladie la plus contagieuse. Or, grâce à la vaccination, on oublie en fait que cette maladie peut être mortelle pour une petite frange de personnes. Et puis, comme je l'ai dit dans mon intervention, il y a des personnes qui ne peuvent pas être vaccinées. Donc, la vaccination, donc, elle peut être égoïste, mais elle peut être aussi donc, complètement altruiste et protéger en fait les personnes qui dans l'entourage. Et donc, ces mouvements anthroposophistes, je pense qu'ils peuvent, il me semble, en fait, je ne sais pas du tout, en fait, vous posez la question de l'évolution. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Mais voilà, on a essayé d'être relativement rationnel, scientifique. Donc, on a dit la vaccination, donc c'est un acte médical. Donc, le risque est à prendre pour un bénéfice collectif. Donc, mais après, par rapport, la réponse à votre question, c'est l'avenir qui le dira. Excusez-moi, je me permets juste une précision. Tous les vaccins n'ont pas de bénéfice collectif. Il y a des vaccins qui... Un seul qui... C'est purement égoïste. C'est le tétanos.
parce que la bactérie n'est pas transmissible, et en fait, vous coupez avec une rose. Le tétanos, le réservoir, il est tellurique, donc voilà, il n'y a pas de réservoir humain, donc vous ne pouvez pas éradiquer le tétanos. Donc de toute façon, le tétanos, il faudra toujours faire la vaccination si vous ne voulez pas le voir. Alors que les autres réservoirs, pour le coup, c'est un virus, c'est une bactérie qui est avec des réservoirs humains. Et si on a un taux de vaccination conséquent, on peut arriver à arrêter les épidémies, voire éradiquer les pathologies. On va prendre d'autres questions, monsieur, ensuite. Bonjour. Moi, je voulais savoir, selon vous, quel rôle doit jouer l'industrie pharmaceutique dans la lutte contre l'hésitation vaccinale? Désolé. Alors... Donc moi j'ai été pasteur Mérieux pendant 10 ans, j'étais directeur médical, etc. Donc je connais bien. On fait de la promo de la vaccination, forcément, mais après on nous dit, bah, évidemment, c'est pas vendre vos boîtes, voilà. Mais on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire qu'il y a l'industrie avec la technologie, les chercheurs de l'industrie pharmaceutique, avec le potentiel de business aussi, mais c'est eux qui font la recherche, quoi, qui bossent avec les autorités de santé dans le monde entier, quand même. Donc il y a un lien, il n'y a pas de lien d'intérêt entre c'est scientifique, tous les scientifiques, on bosse ensemble. Il y a des liens d'intérêt. Il y a aussi des conflits d'intérêt, ça existe. Il y a des liens d'intérêt, peut-être des conflits d'intérêt, mais c'est quand même vachement policé, malgré tout. Mais, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est normal que en l'occurrence, à la télé, par exemple, c'est pas les marchands de vaccins qui font la com, hein, c'était Santé publique France, maintenant que ça s'appelle comme ça. Et dans tous les pays au Canada, ils sont très santé publique. On espère quand même que c'est sur une base d'information qui n'est pas orientée dans le sens des intérêts de l'industrie, mais plutôt de celle de la santé de la population. Et moi, j'aurais une question pour vous, monsieur. Est-ce que l'hésitation vaccinale, c'est mal? Excusez-moi, je suis un citoyen lambda, moi, des fois, j'hésite. Est-ce qu'il faut lutter contre mon hésitation? Ou alors est-ce qu'il faut m'aider à me repérer dans une offre de santé à laquelle je peux ou non me prêter ou adhérer? Moi, c'est ce que j'entends par lutte contre l'hésitation vaccinale, c'est comment amener les personnes qui hésitent à ne plus hésiter, en fait. Donc à être plus clair, ou en tout cas à être plus éclairé, et à prendre des décisions qui sont... L'industrie pharmaceutique peut jouer son rôle là-dedans. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle joue son rôle. Elle joue son rôle en diffusant des plaquettes sans leur logo. Elle joue son rôle en parlant des maladies. C'est son job. Hein. Mais peut-être justement les pharmaciens peuvent s'en faire les relais, quoi, et multiplier en fait les acteurs de la vaccination. C'est quelque chose de super important. Maintenant les pharmaciens sont autorisés à vacciner, mais c'est une évidence. Enfin, on a eu un tollé au départ par rapport à cette expérimentation qui a débuté il y a 2 ans dans notre région, mais c'est évident que les pharmaciens peuvent, comme les infirmières, vacciner, et il y a une proximité avec les patients qui est différente, un temps qui est peut-être plus disponible. Donc voilà, moi j'ai pas du tout compris pourquoi il y a eu cette levée de bouclier des médecins au départ, alors que voilà, on agit en complément, on agit avec et pour les patients. Et voilà, donc un relais local, donc vous avez parlé d'Immuniser Lyon qui est un relais politique local, mais aussi un relais local des acteurs de santé impliqués dans la vaccination. C'est quelque chose qui peut aider à restaurer une certaine confiance vis-à-vis de cette hésitation vaccinale. Voilà, donc ne pas oublier ni les infirmières ni les pharmaciens dans ce grand monde de la vaccination. Absolument. Merci pour ce commentaire. Il y a une question qui est derrière vous. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure de la vaccination altruiste. J'ai envie de poser la question du quid de la vaccination obligatoire ou pas contre la grippe des professionnels de santé. Elle est obligatoire, je sais pas. Elle n'est pas obligatoire. Non, elle n'est pas obligatoire. Mais on peut décider qu'elle le soit. Et les professionnels de santé, excusez-moi, sont moins fréquemment vaccinés que la population, quelque chose comme ça. Alors pas que le reste de la population, mais c'est pas forcément des exemples, on va dire. On était à une réunion hier à l'ARS avec ma camarade pharmacienne, et donc on voyait, par exemple, il y a eu des études avec Lina, professeur Lina, vous connaissez bien, qui montrait que, c'était sur HEH, c'était pour essayer de motiver les soignants, d'accord? Et c'était de HEH, hôpital de Rio,
Et il avait fait tout un mapping super sophistiqué avec tous les pavillons, etc. Et donc c'était pour parler de la grippe nosocomiale. Hein, la grippe nosocomiale, c'est-à-dire si la grippe rentre chez un papy, ça le tue, quoi, beaucoup. Donc ça tue encore plus que la grippe communautaire. Voilà. Donc c'était toutes ces études qui ont été expliquées hier. Voilà. Et pour le coup, ce qu'il a, donc il a fait un CD-ROM d'auto-formation pour expliquer aux soignants qu'il était pertinent de se vacciner et qu'il n'y avait pas forcément besoin de vacciner toute la population soignante. Déjà à 35-40%, ça suffisait pour éviter les grippes nosocomiales. Ce qui est extraordinaire, c'était intéressant comme donc ils ont des trucs super sophistiqués. Ils avaient mis des petits capteurs à tout pour voir toutes les relations entre les soignants entre eux, les soignants qui allaient dans une chambre à 2 lits, etc. Donc c'était super intéressant. Enfin bref, tout ça pour dire que effectivement la grippe nosocomiale c'est quand même un peu navrant quand même. Et pour le coup, s'il y a 35% des soignants qui sont vaccinés, ce qui est quand même pas extraordinaire, on arrête ces catastrophes. Donc, enfin, voilà. Alors après, si on pouvait éviter la vaccination et si on pouvait faire simplement de l'incitation, simplement pour montrer aux gens ce dont ils sont responsables, pour pas tuer leurs patients, c'est quand même pas mal. D'autres questions ? Donc une question, est-ce que c'est pertinent de rendre un vaccin obligatoire par rapport à quand on voit d'autres pays qui ont d'autres politiques vaccinales où on considère juste le vaccin comme recommandé mais pas obligatoire? Est-ce qu'il y a un réel effet sur... est-ce que les gens se vaccinent plus déjà si le vaccin est obligatoire? Est-ce que c'est judicieux de garder ces deux statuts obligatoires recommandés? Est-ce que ça renforce pas justement les craintes ou les arguments des anti-vax? Je vais répondre une seconde. Donc, encore une fois, je l'ai dit, c'est navrant qu'on soit obligé d'obliger les gens. C'est navrant. Qu'on ne soit pas assez adulte pour comprendre, mais pas assez informé aussi, hein, d'accord. Donc, le vaccin obligatoire, si vous voulez, avant, il y avait recommandé obligatoire. Déjà, dans les argumentations, les allégations des mamans, les gens ne comprennent rien. Entre recommander le truc qui est au calendrier vaccinal, le chose qui est recommandée, le chose qui est remboursée, le chose qui est obligatoire. Déjà, rien, je vous poserai la question, je suis sûr que la moitié de la salle ne comprendrait pas forcément. D'accord ? Donc, c'est pas évident. D'accord ? Donc, tout ça est bien complexe malgré tout. Et c'est très difficile en je sais pas, en 20 minutes de consultation d'expliquer tout ça aux mamans. Vraiment, c'est compliqué. Donc, de temps en temps, il faut taper un peu plus fort, quoi. Donc, et en l'occurrence, on n'a pas beaucoup de recul sur la vaccination obligatoire en France, puisqu'elle vient elle a à peine 1 an. Mais tous les acteurs de santé disent bravo. C'est incroyable, ça marche super bien. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de 10 à 15 points de la couverture vaccinale. Comme on a des vaccins combinés, comme vous le savez, les hexavalents. Donc l'hépatite B qui était aux oubliettes, elle est remontée, etc. Alors en termes de couverture, c'est super, c'est super. Donc moi je trouve que c'est une vraie, pour l'instant, c'est parfait. Et peut-être pour prolonger cette question, on a parlé de la confiance, l'obligation vaccinale, ça veut dire que l'État, quelque part, prend la responsabilité d'exposer toute sa population au vaccin. Qu'est-ce qui se passerait si demain, un accident lié à ces vaccins obligatoires avait lieu? Qu'est-ce qu'on aurait comme situation en termes de confiance? C'est-à-dire que vous dites à la fois que c'est navrant, mais que c'est aujourd'hui, en tout cas à court terme, très pratique. Qu'est-ce que ce genre de mesure produit à moyen terme ou à long terme? Est-ce que, je ne sais pas, l'histoire ou l'infectiologie peuvent nous éclairer là-dessus? Ça dépend de culture. Bien sûr qu'il peut y avoir une perte de confiance. Alors je me souviens plus la date, l'incident de Lübeck. 1920. Merci Baptiste. En fait, en Allemagne, il y avait un site de production de la tuberculose. Et en fait, il y a le BCG qui devait arriver de l'Institut Pasteur. Sur le site de production en Allemagne, sauf que le labo était mal configuré et qui a eu un mélange de souches entre le BCG et la tuberculose virulente. Et donc le médecin qui était responsable en fait du laboratoire a lancé la production et a commencé à vacciner des enfants qui très rapidement sont tombés malades et sont décédés. Et donc bien sûr, à l'issue de ce genre d'accident, donc il y a une méfiance. Bien sûr.
Et du coup, ça met du temps après à revenir. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les contrôles sont si drastiques au niveau donc, de toute la chaîne de production des vaccins. Mais c'est... Voilà, et on pense à tout, mais l'incident, il arrive toujours par les trous du gruyère voilà, qu'on n'avait pas prévu. Et pour compléter, du coup, Nicolas, à ta question, bon, alors, a priori, les vaccins qui sont passés obligatoires là sont déjà connus, d'accord, donc ont déjà été utilisés, donc on peut imaginer que le cas de figure qu'il y a un énorme incident avec les 11 vaccins obligatoires est quand même peu probable, étant donné que c'est des vaccins connus. Pardon, je te coupe. C'était moi une question que j'avais pendant tout le débat, c'est quel est notre degré de connaissance de cette technologie-là, de ses effets à long terme. Enfin, on n'a pas parlé finalement de la marge d'incertitude que nous avons aussi concernant ces vaccins, mais pardon, Baptiste. Bon, alors après, les vieux vaccins, entre guillemets, je pense qu'on commence à avoir assez de recul là-dessus, hein, diphtérie, tétanos, polio. Effectivement, les vaccins beaucoup plus récents, il va falloir encore peut-être attendre quelques années pour avoir toutes les certitudes à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, en fait, si on peut imaginer le cas inverse où donc les vaccins, l'obligation n'aurait pas eu lieu, tout serait passé en recommandé en fait, au lieu donc d'obligatoire, et que la couverture vaccinale diminue, que certaines maladies réémergent, que des épidémies réémergent, et dans ce cas-là, on aurait de nouveau accusé entre guillemets les autorités sanitaires. Enfin, je pense qu'ils ont une position aussi un peu inconfortable parfois, parce que quel que soit ce qu'ils décident, en fait, il y a toujours moyen à rétorquer, et puis que ce soit donc l'obligation, on leur dira c'est une intrusion dans la vie privée, et si ils se retirent, pardon, et on dira en fait vous en fichez de nous, et puis voilà, c'est votre faute si il y a eu 200 morts à cause d'une épidémie. Donc je pense que c'est aussi une position très 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 instable pour eux. Ça ne doit pas être évident, surtout à chaque fois de choisir en fait concrètement comment faire. Sur la surveillance, je voudrais dire que les vaccins, c'est quand même de la biotechnologie, d'accord. Donc il ne s'agit pas de fabriquer une pastille de Clamoxyl ou un suppositoire, hein, c'est de la biotechnologie. Donc par exemple, on a vu la production des vaccins, on a des bagues de milliers de doses, donc on passe 250 contrôles. S'il y en a un qui va pas, on fout le bocal de millions de doses à la poubelle. C'est pour ça qu'il y a des ruptures de stock de vaccins, parce que la fabrication vaccinale, et on ne vaccine pas pour l'Hexagone, on ne fabrique pas pour l'Hexagone. Les fabricants de vaccins, vous en avez à Marcy-l'Étoile, vous en avez chez GSK, etc. Donc vous avez un des plus gros centres mondiaux de vaccination à Lyon, quand même, hein, pas de vaccination, de fabricants de vaccins. Voilà. Et donc, ça, déjà, pour la production, hein, c'est pas un suppositoire, c'est des éléments biologiques, etc. Et deuxième point, c'est aussi la surveillance des vaccins. Avant de mettre un vaccin sur le marché, c'est au moins 20 ans, 40 ans d'études. Il y a de la pharmacovigilance et en post-mise sur le marché également. Il y a une vaccinovigilance à la fois par les industriels de santé, c'est leur responsabilité quand ils ont des vaccins sur le marché, voilà, et à la fois sur des autorités de santé. Donc il y a des milliers et des milliers de personnes qui bossent là-dessus, sur la surveillance des vaccins. D'accord ? Donc pour continuer, en fait, je pense qu'en tant que chercheur, on doit être bien humble, parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça fonctionne. Quand on regarde au niveau moléculaire les mécanismes, on se rend bien compte qu'entre une infection et une vaccination, les mécanismes moléculaires, les mécanismes immunologiques, les cellules qui sont appelées sur les sites donc d'infection ou d'injection ne sont pas les mêmes. Et donc on a encore beaucoup de travail à faire. Vous avez vu que les vaccins, ils ont historiquement été créés de manière empirique. On a vu que les gens qui avaient déjà été en contact, ils étaient protégés en fait de ces maladies. Donc en fait, on a reproduit. Mais d'un point de vue absolument fondamental, il y a beaucoup de vaccins pour lesquels on ne comprend pas comment ils fonctionnent. Vous avez vu par exemple, donc je vous ai montré les 3 modes de production de vaccins, donc inactivé, recombinant et puis vivant atténué. Mais la question qu'on pourrait se poser, mais que vous n'avez pas posée, mais c'est pourquoi est-ce qu'il y a des vaccins vivants atténués alors qu'il y en a d'autres qui sont tués? Et ça, c'est parce que empiriquement, quand on a essayé de créer un vaccin contre la rougeole inactivé,
il ne fonctionne pas. Et on ne sait pas pourquoi il ne fonctionne pas. Donc, on a testé, on a testé en fait d'autres modes de production. Et le vivant atténué, donc, comme il est toujours vivant, il reste plus longtemps sur le site d'injection, donc ça appelle un peu plus, il reste plus longtemps en place, et donc le système immunitaire peut réagir. Mais au niveau moléculaire, on ne sait pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a ces différents types de vaccins, mais on a encore énormément de travail à faire pour comprendre vraiment ce qui se passe entre les mécanismes d'infection et les mécanismes de vaccination. Je vous remercie pour cette conclusion, parce qu'on a commencé avec la peur, ce qui est inconnu fait peur, et vous êtes en train de nous dire que finalement, même la science, la science est une exploration de l'inconnu, mais finalement, la science est aussi capable de nommer l'incertitude, de l'affronter et de la reconnaître, et donc ça, je trouve ça moi assez rassurant, mais voilà. Je vous propose de terminer sur ce point. Merci beaucoup à toutes et toutes d'être venus. Merci à nos 3 intervenants, à Olivier Rapatel et à l'équipe technique.